La philosophie nous invite à réfléchir sur une question fondamentale. Qu'est-ce qu'autrui? Cette notion, centrale dans notre existence, mérite une exploration approfondie. Dès la naissance, l'être humain vit en relation avec les autres. L'enfant apprend à écouter, à parler, à lire et à écrire dans un monde déjà peuplé d'autrui. Il n'existe pas de conscience solitaire. Notre conscience se forme et se développe toujours en interaction avec d'autres consciences. Cette présence de l'autre n'est pas neutre. Elle révèle un paradoxe fondamental de l'existence humaine. Autrui est à la fois nécessaire et problématique. Autrui, c'est celui qui n'est pas moi, mais qui m'est indispensable pour être moi. Autrui se présente sous de multiples visages. Il est à la fois semblable et différent, proche et étranger. Cette complexité d'autrui soulève des questions philosophiques fondamentales qui guideront notre réflexion. Comment puis-je connaître autrui? Puis-je vraiment le comprendre? Quelle est la nature de ma relation à lui? Ces relations peuvent prendre diverses formes: amour, rivalité, reconnaissance ou même instrumentalisation. Chacune révèle une facette différente de notre rapport à autrui. Cette introduction nous montre que la notion d'autrui est au cœur de l'existence humaine. Elle soulève des questions essentielles que nous explorerons dans les sections suivantes de ce cours de philosophie. Qu'est-ce qu'autrui? Cette question fondamentale nous amène à explorer la notion d'altérité irréductible, c'est-à-dire ce qui fait qu'autrui est à la fois semblable et différent de nous. Le mot autrui désigne tout autre être humain en tant qu'il existe face à moi. Cette image de deux silhouettes face à face illustre parfaitement cette rencontre fondamentale avec l'autre. Autrui est semblable à moi car il possède comme moi une conscience qui lui permet de réfléchir et de connaître le monde. Il a également une liberté, c'est-à-dire la capacité de choisir et d'agir. Enfin, il possède une dignité, une valeur intrinsèque qui mérite le respect. Mais autrui est aussi différent de moi. Il a ses propres pensées, des réflexions et des idées qui lui appartiennent. Il a ses intentions, ses projets et motivations personnelles. Il a également son histoire, faite d'expériences vécues et d'un parcours unique qui le distingue de moi. Cette analyse révèle la tension fondamentale de la relation à autrui. Autrui est à la fois semblable et différent. Cette situation paradoxale peut être résumée ainsi. Il est comme moi, et pourtant, il est un autre. Cette altérité irréductible constitue le cœur de la problématique philosophique d'autrui. Cette image d'un groupe diversifié illustre parfaitement l'altérité irréductible. Chaque personne représentée incarne cette dualité fondamentale. Elle partage avec nous une humanité commune, mais reste unique dans son existence particulière. C'est cette tension qui rend la relation à autrui si riche et si complexe philosophiquement. La connaissance d'autrui pose une question philosophique fondamentale. Est-il possible de vraiment connaître une autre personne, ou cette connaissance reste-t-elle à jamais inaccessible? Contrairement aux objets que nous pouvons observer et analyser de manière objective, autrui est un sujet. Cette distinction est cruciale pour comprendre la difficulté de la connaissance d'autrui. Un objet peut être observé, analysé et mesuré. Mais un sujet possède une conscience, un libre arbitre et une subjectivité qui échappent à l'observation directe. Le philosophe allemand Leibniz, dans sa monadologie, nous offre une perspective unique sur cette question. Il développe le concept de monade pour expliquer pourquoi la connaissance d'autrui est si problématique. Leibniz affirme que les monades n'ont point de fenêtre. Cette métaphore illustre parfaitement l'impossibilité d'accéder directement à la conscience d'autrui. Selon Leibniz, chaque personne est une monade, une substance simple, indivisible et sans fenêtre. Chaque monade est un monde clos sur lui-même, ce qui rend impossible l'accès direct à la subjectivité d'autrui. Cette conception révèle une barrière infranchissable entre moi et autrui. Chaque conscience est enfermée dans sa propre monade, rend impossible l'accès direct à l'expérience subjective d'autrui. Toute tentative de connaître directement la conscience d'autrui se heurte à cette impossibilité fondamentale. Je ne peux pas entrer dans sa conscience comme j'observe un objet extérieur.
Cette question fondamentale ouvre sur plusieurs pistes de réflexion. Peut-on accéder à autrui par l'empathie, par l'interprétation des signes, par analogie avec notre propre conscience, ou sa subjectivité reste-t-elle à jamais inaccessible? Cette problématique de la connaissance d'autrui révèle la complexité philosophique de la relation à l'autre et pose les bases de nombreux débats en épistémologie et en éthique. Dans sa philosophie existentialiste, Jean-Paul Sartre développe une théorie révolutionnaire sur le regard d'autrui et son impact sur notre être. Dans son œuvre majeure, L'être et le néant, Sartre analyse comment le regard d'autrui transforme fondamentalement notre rapport à nous-mêmes. Le concept central de Sartre est que le regard d'autrui me transforme instantanément de sujet libre en objet observé et jugé. La célèbre formule « l'enfer, c'est les autres » ne signifie pas que les autres sont méchants, mais que leur regard nous enferme dans une image fixe de nous-mêmes. Ce processus peut conduire à l'aliénation. Le regard d'autrui m'arrache à mon intimité, me confronte à mon image extérieure et peut devenir une source d'enfermement psychologique. Sartre illustre cette théorie par plusieurs exemples concrets du regard aliénant dans notre société. Premier exemple, le regard du juge transforme l'accusé en objet de jugement, lui impose une identité de coupable ou d'innocent, réduisant la complexité de son être à un simple verdict. Deuxième exemple, le regard du groupe social évalue et catégorise selon des normes établies, créant la honte et l'autosurveillance, forçant l'individu à se conformer aux attentes collectives. En conclusion, le regard d'autrui révèle notre vulnérabilité fondamentale, notre dépendance au jugement d'autrui et la tension permanente entre notre liberté subjective et l'objectivation sociale que nous subissons. Autrui représente-t-il une menace pour notre liberté individuelle ou bien constitue-t-il au contraire la condition même de notre liberté? Cette question fondamentale trouve une réponse complexe dans la philosophie de Hegel. Pour Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, la relation à autrui n'est pas d'emblée harmonieuse. Elle commence par un conflit fondamental. Selon lui, la conscience de soi ne peut se constituer que par une autre conscience de soi. Deux consciences de soi se rencontrent. Chacune veut se faire reconnaître comme sujet libre et autonome. Cette rencontre engendre nécessairement une lutte pour la reconnaissance. Cette lutte prend la forme d'une lutte à mort symbolique. Chaque conscience refuse d'être réduite au statut d'objet par l'autre. Elle veut être reconnue dans sa liberté et sa dignité. Ce conflit n'est pas destructeur, mais révélateur. Paradoxalement, cette lutte n'est pas négative. Elle est au contraire la condition nécessaire à l'émergence de la liberté véritable et de la dignité humaine. Sans ce conflit initial, aucune reconnaissance authentique ne serait possible. Ainsi, pour Hegel, autrui n'est pas une menace pour notre liberté. Il en est au contraire la condition dialectique nécessaire. C'est par et dans le conflit avec autrui que nous accédons à notre propre liberté et à notre dignité de sujet. Autrui peut-il devenir un obstacle à ma liberté? Cette question révèle un paradoxe fondamental de la condition humaine. Autrui peut devenir un obstacle à ma liberté de trois manières principales. Par le jugement qu'il porte sur moi, par la classification qu'il fait de ma personne et par la manipulation qu'il peut exercer sur mes choix. Le regard d'autrui peut me juger, m'évaluer, me catégoriser selon ses propres critères, limitant ainsi ma liberté d'être authentiquement moi-même. Jean-Paul Sartre a particulièrement analysé cette dimension aliénante du regard d'autrui. Pour Sartre, le regard d'autrui me transforme en objet. Sous ce regard, je perds ma spontanéité, ma liberté d'action. Je deviens figé, contraint par l'image que l'autre se fait de moi. Mais voici le paradoxe fondamental de notre relation à autrui. D'un côté, autrui représente un obstacle. Il me juge, me classe, me manipule, me fige dans son regard. Mais de l'autre côté, autrui m'est absolument nécessaire. Sans autrui, je ne peux même pas prendre conscience de moi-même. C'est par le regard de l'autre que je découvre qui je suis, que je construis mon identité, que je deviens pleinement humain. Cette construction de l'identité par autrui est complexe et multifacette, impliquant nos expériences, nos valeurs, nos talents, tous révélés dans la relation à l'autre. Le paradoxe est donc complet. Autrui me gêne dans ma liberté, mais il est indispensable à mon identité.
Cette tension constitue l'essence même de la condition humaine dans sa relation à l'altérité. La reconnaissance d'autrui constitue le fondement même de l'éthique et du social, selon Emmanuel Levinas. Dans son œuvre majeure, Totalité et infini, le philosophe développe une conception révolutionnaire de la relation éthique. Emmanuel Levinas, philosophe français d'origine lituanienne, révolutionne la pensée éthique avec son ouvrage Totalité et infini, publié en 1961. Il y développe une philosophie de l'altérité qui place la rencontre avec autrui au cœur de l'expérience éthique. Pour Levinas, le visage d'autrui n'est pas simplement une réalité physique ou esthétique. Le visage est une présence éthique fondamentale qui transcende toute description objective. Le visage d'autrui présente 4 caractéristiques essentielles selon Levinas. Premièrement, le visage n'est pas un concept abstrait, mais une réalité concrète. Deuxièmement, il constitue une présence immédiate qui s'impose à moi. Troisièmement, il révèle la vulnérabilité fondamentale d'autrui. Enfin, il constitue un appel éthique irrésistible. Le visage d'autrui m'interpelle de manière immédiate et absolue. Cette interpellation se résume dans le commandement éthique fondamental. Tu ne tueras point. Le visage d'autrui me met en demeure, il exige de moi une réponse éthique. Levinas précise sa pensée avec cette formule saisissante. Le visage est ce qui m'interdit de tuer. Cette interdiction n'est pas imposée de l'extérieur par une loi ou une autorité, mais elle émane directement de la rencontre avec le visage d'autrui. Autrui n'est pas un concept abstrait, mais une présence vulnérable qui s'offre à moi dans sa nudité existentielle. Cette vulnérabilité révèle la fragilité fondamentale de l'être humain. C'est précisément cette vulnérabilité qui m'appelle et fonde ma responsabilité éthique envers autrui. Ainsi, pour Levinas, la rencontre avec le visage d'autrui constitue le fondement même de l'éthique et du social. Cette rencontre précède toute connaissance théorique et fonde directement l'obligation éthique. Elle établit ma responsabilité sociale et constitue l'origine même du lien social entre les êtres humains. Cette conception révolutionnaire amène Levinas à affirmer que l'éthique précède l'ontologie. La relation éthique avec autrui est première. Elle précède et fonde toute réflexion sur l'être. C'est dans cette rencontre primordiale que naît véritablement l'humanité de l'homme. Martin Buber, philosophe juif autrichien du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension des relations humaines à travers son œuvre majeure « Je et tu », publiée en 1923. Buber établit une distinction fondamentale entre 2 modes de relation à autrui. Cette distinction constitue le cœur de sa philosophie relationnelle et transforme notre compréhension de l'altérité. Le premier mode est la relation « je-cela ». Dans cette relation, autrui est perçu comme un objet, un instrument que l'on peut utiliser, manipuler ou analyser. C'est une relation d'objectivation où l'autre perd sa qualité de sujet. Le second mode est la relation « je tue ». Ici, autrui est reconnu comme un sujet authentique, un partenaire égal dans la relation. C'est une rencontre véritable, caractérisée par la réciprocité et le respect mutuel. Pour mieux comprendre cette distinction, observons ce diagramme qui illustre la dynamique relationnelle. Dans la relation je-cela, représentée par IT, l'autre est réduit à un objet d'étude ou d'usage. Ce second diagramme montre l'intersubjectivité qui naît de la relation je-tue. Quand 2 sujets se rencontrent authentiquement, ils créent un espace de communication, d'empathie et de compréhension mutuelle. La relation je-tue n'est pas seulement intellectuelle, elle engage tout l'être. Elle implique une ouverture émotionnelle, une vulnérabilité mutuelle et une reconnaissance de la dignité intrinsèque de l'autre. Selon Buber, la plupart de nos relations quotidiennes sont des relations « je-cela ». Nous utilisons les autres pour nos besoins, nos projets, nos objectifs. Cette attitude est parfois nécessaire, mais elle ne doit pas devenir exclusive. En revanche, la relation « je-tue » transforme notre existence. Elle nous permet de découvrir notre humanité profonde à travers la rencontre avec l'autre. C'est dans cette relation que nous devenons pleinement nous-mêmes. L'enjeu éthique est crucial. Buber nous invite à résister à la tendance moderne de tout objectiver, de tout réduire à des relations d'usage. Il faut préserver des espaces de rencontre authentiques dans un monde de plus en plus instrumentalisé. En conclusion,
La philosophie de Buber nous enseigne que la qualité de nos relations détermine la qualité de notre existence. Passer du je-cela au je-tu, c'est passer de l'usage à la rencontre, de l'objectivation à la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance sociale constitue un pilier fondamental de la philosophie politique moderne. Deux penseurs majeurs ont particulièrement développé cette notion. Georg Wilhelm Friedrich Hegel au XIXe siècle et Axel Honneth, philosophe contemporain. Pour Hegel, la reconnaissance mutuelle n'est pas simplement un désir psychologique, mais la condition même de l'accomplissement de l'individu. Dans sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave, il montre que la conscience de soi ne peut émerger que dans la relation à autrui. Cette lutte pour la reconnaissance passe par plusieurs étapes. D'abord un conflit, puis une relation asymétrique et finalement une reconnaissance réciproque qui permet à chaque individu de se réaliser pleinement dans sa liberté. Axel Honneth, philosophe allemand contemporain, reprend et enrichit la théorie hegelienne de la reconnaissance. Il identifie trois sphères distinctes de reconnaissance, chacune contribuant à différents aspects de l'épanouissement personnel. Honneth distingue trois sphères de reconnaissance qui correspondent à trois besoins fondamentaux de l'être humain et qui génèrent trois formes distinctes de rapport à soi. La première sphère est celle de la reconnaissance affective. Elle se déploie dans les relations intimes, famille, amour, amitié. Cette reconnaissance des besoins émotionnels et de la singularité de la personne développe la confiance en soi, base de toute relation sociale. La deuxième sphère concerne la reconnaissance juridique. Elle garantit l'égalité des droits et la citoyenneté. Être reconnu comme sujet de droit, égal devant la loi, développe le respect de soi et la dignité personnelle. La troisième sphère est celle de la reconnaissance sociale. Elle valorise la contribution unique de chaque individu à la société, notamment par le travail et les talents personnels. Cette reconnaissance développe l'estime de soi et le sentiment d'utilité sociale. Ainsi, pour Honneth, ces trois formes de reconnaissance, affective, juridique et sociale, constituent ensemble le fondement de la justice sociale. Une société véritablement juste doit garantir à chaque individu la possibilité d'être pleinement reconnu dans ces trois dimensions de son existence. Autrui se manifeste de manière particulière dans nos relations culturelles, artistiques et politiques. Explorons trois dimensions fondamentales: l'amour, l'amitié et la générosité. Dans l'amour, nous désirons autrui dans sa singularité absolue. Nous aimons cette personne précise, avec ses qualités uniques, son histoire particulière. Cependant, l'amour comporte des dangers. Il peut conduire à l'idéalisation de l'autre, à vouloir le posséder ou même à nier sa liberté fondamentale. L'amour possessif transforme autrui en objet de désir plutôt qu'en sujet libre. Cette dérive menace l'authenticité de la relation amoureuse. Aristote distingue trois types d'amitié: celle fondée sur l'utilité, celle fondée sur le plaisir et l'amitié parfaite fondée sur la vertu. Dans l'amitié vraie, autrui est un autre soi-même, choisi pour ses qualités propres. Cette relation implique réciprocité et respect mutuel de la liberté de chacun. La générosité représente une forme pure de relation à autrui. Elle consiste à accueillir l'autre sans condition, sans attendre de contrepartie. L'hospitalité, la charité, le don désintéressé sont autant de manifestations de cette générosité qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi pour autrui. Ces trois modalités, amour, amitié et générosité, révèlent la richesse et la complexité de nos relations à autrui dans la sphère culturelle et sociale. Chacune présente ses propres enjeux éthiques et ses risques de dérive, mais toutes témoignent de notre besoin fondamental de reconnaissance et de relations authentiques avec autrui. L'altérité dans la société pose des questions fondamentales sur notre capacité à vivre ensemble dans la diversité. Comment reconnaître les différences tout en maintenant la cohésion sociale? Le pluralisme culturel, religieux et politique constitue une réalité incontournable de nos sociétés modernes. Cette diversité se manifeste à travers les langues, les traditions, les croyances et les modes de vie. Dans cette société plurielle, l'autre peut prendre différentes formes: l'étranger qui vient d'ailleurs, le marginal qui vit en périphérie, l'exclu qui est rejeté par le système social.
Le défi majeur consiste à reconnaître ces différences sans tomber dans le relativisme. Il s'agit de respecter la diversité tout en maintenant des valeurs communes et des principes universels. Comment garantir les droits et l'humanité de chaque individu, quelle que soit sa différence? Cette question est au cœur de la justice sociale et de l'éthique politique. Dans une société juste, la relation à autrui ne doit pas être une relation de domination, mais plutôt une relation de dialogue, de respect et d'écoute mutuelle. L'altérité dans la société nous confronte ainsi à un défi permanent: construire un vivre ensemble qui honore la diversité humaine tout en préservant les fondements d'une société juste et équitable. L'altérité est un concept philosophique fondamental qui désigne le fait d'être autre que moi. Cette notion simple en apparence cache une complexité philosophique profonde. L'altérité établit une distinction fondamentale entre le moi, c'est-à-dire le sujet pensant que je suis, et l'autre, qui représente tout ce qui n'est pas moi. Cette dualité est représentée visuellement par ces deux silhouettes qui se font face. L'altérité possède plusieurs dimensions philosophiques. Sur le plan ontologique, l'autre existe indépendamment de ma conscience. Épistémologiquement, l'autre reste partiellement inconnaissable car il possède sa propre intériorité. Éthiquement, l'autre m'interpelle et fonde ma responsabilité morale. L'altérité implique une multiplicité d'autres, chacun unique dans sa différence. Elle nécessite une reconnaissance mutuelle et révèle une tension fondamentale entre similitude et différence. L'altérité constitue ainsi le fondement même de l'intersubjectivité et de notre rapport au monde social. En définitive, l'altérité n'est pas simplement le fait d'être différent, mais la condition de possibilité même de toute relation authentique à autrui. Elle ouvre l'espace de la rencontre, du dialogue et de la reconnaissance mutuelle. Le regard d'autrui constitue un concept fondamental de la philosophie sartrienne. Pour Jean-Paul Sartre, le regard d'autrui n'est pas simplement un acte de perception, mais un phénomène révélateur qui transforme radicalement ma conscience de moi-même. Le regard d'autrui désigne cette expérience particulière où la simple présence d'une autre conscience me fait découvrir des dimensions de mon existence qui m'étaient jusqu'alors invisibles. Ce n'est pas seulement être vu, c'est être révélé à soi-même par cette vision. Selon Sartre, le regard d'autrui opère une transformation fondamentale. Sous ce regard, je cesse d'être pure subjectivité pour devenir objet. Cette objectivation révèle ma dimension d'être pour autrui, souvent accompagnée du sentiment de honte qui me fait découvrir des aspects cachés de mon existence. Cette conception s'inscrit dans le cadre plus large de l'existentialisme sartrien, où l'existence précède l'essence et où autrui joue un rôle constitutif dans la révélation de notre être. Le processus révélateur du regard suit une séquence précise. D'abord, je suis engagé dans une action sans réflexion particulière sur moi-même. Puis surgit le regard d'autrui qui me transforme instantanément en objet de perception. Cette objectivation révèle des dimensions de mon être que ma conscience spontanée ne saisissait pas. Prenons l'exemple célèbre de Sartre. Je regarde par le trou d'une serrure, complètement absorbé par ce que je vois. Soudain, j'entends des pas. Quelqu'un m'observe. À cet instant, le regard d'autrui me révèle ma dimension de voyeur, aspect de mon être dont je n'avais pas conscience auparavant. Cette révélation par le regard trouve des applications pratiques, notamment en thérapie existentielle, où la prise de conscience de soi par le regard thérapeutique permet une transformation personnelle. Ce concept révolutionnaire remet en question l'idée d'une connaissance de soi immédiate et transparente. Il souligne la dimension fondamentalement intersubjective de la conscience humaine et le rôle constitutif d'autrui dans la formation de notre identité. En définitive, le regard d'autrui fonctionne comme un miroir révélateur qui me dévoile des aspects cachés de mon existence. Cette révélation, souvent troublante, constitue néanmoins une étape essentielle vers une connaissance plus authentique de soi. La lutte pour la reconnaissance est un concept fondamental développé par le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ce concept explique comment la conscience de soi se forme à travers la relation conflictuelle avec autrui. Selon Hegel, la conscience de soi ne peut se développer de manière isolée.
elle nécessite la rencontre avec une autre conscience, ce qui génère inévitablement un conflit. La lutte pour la reconnaissance désigne le processus par lequel deux consciences s'affrontent pour obtenir la reconnaissance de leur dignité et de leur liberté. Cette lutte est nécessaire car chaque conscience cherche à être reconnue comme libre et autonome. Cette lutte se manifeste dans ce que Hegel appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Deux consciences se rencontrent et entrent en conflit, chacune cherchant à imposer sa supériorité à l'autre. Le résultat de cette lutte est l'établissement d'une relation de domination. L'un devient le maître, l'autre l'esclave. Le maître obtient la reconnaissance qu'il cherchait, mais cette reconnaissance est imparfaite, car elle vient d'un être qu'il ne reconnaît pas comme son égal. La lutte pour la reconnaissance révèle plusieurs enjeux fondamentaux. Premièrement, la reconnaissance mutuelle est nécessaire à la liberté véritable. Deuxièmement, le conflit révèle la dignité de chaque conscience. Enfin, la vraie reconnaissance doit être réciproque pour être authentique. Le processus de reconnaissance suit trois étapes principales. D'abord, la rencontre entre deux consciences. Ensuite, le conflit qui émerge de cette rencontre. Enfin, l'établissement d'une forme de reconnaissance, même si elle peut être initialement imparfaite. Ce concept de lutte pour la reconnaissance est d'une importance philosophique majeure. Il explique comment l'identité et la liberté se construisent nécessairement dans la relation à autrui. Il fonde également la compréhension hégélienne de l'éthique, du droit et de la vie sociale. La lutte pour la reconnaissance révèle ainsi que notre humanité ne peut s'épanouir que dans et par la reconnaissance mutuelle avec autrui. C'est un processus fondamental qui structure toutes nos relations sociales et politiques. Le concept de visage chez Emmanuel Levinas constitue l'un des piliers fondamentaux de sa philosophie éthique. Pour Levinas, le visage d'autrui n'est pas simplement une réalité physique, mais une présence éthique qui transforme radicalement notre rapport à l'autre. Pour Levinas, le visage n'est pas d'abord un objet de perception ou de connaissance. Il est une présence éthique immédiate qui s'impose à nous avant même que nous puissions le conceptualiser. Le visage révèle simultanément la vulnérabilité extrême d'autrui et sa dignité absolue. Le visage d'autrui constitue un appel silencieux mais impérieux. Il exprime sans parole le commandement fondamental « Tu ne tueras point ». Cette interdiction n'est pas imposée de l'extérieur, mais surgit de la rencontre même avec le visage. Elle révèle ma responsabilité infinie envers autrui, une responsabilité qui précède même ma liberté. Le paradoxe du visage réside dans cette double révélation. Il exprime à la fois la fragilité absolue d'autrui, sa mortalité, sa vulnérabilité, et sa hauteur transcendante qui échappe à toute tentative de réduction ou de possession. Cette tension constitue le cœur de l'expérience éthique selon Levinas. En définitive, le concept de visage chez Levinas révolutionne la philosophie en plaçant l'éthique au fondement même de l'existence humaine. Le visage d'autrui n'est pas un objet parmi d'autres, mais la condition de possibilité de toute éthique authentique. Il nous constitue comme sujet responsable avant même que nous puissions nous penser comme sujet libre. Ainsi, le visage, selon Levinas, n'est pas simplement une métaphore philosophique, mais la réalité concrète de notre rencontre avec autrui, qui transforme notre existence en responsabilité éthique infinie. Martin Buber, philosophe juif austro-hongrois, a développé une distinction fondamentale dans notre rapport à autrui, la différence entre les relations « je tue » et « je cela ». Selon Buber, nous pouvons entrer en relation avec autrui de deux manières fondamentalement différentes, qui révèlent notre attitude profonde envers l'autre. La relation « je cela » transforme autrui en objet. Dans cette attitude, nous considérons l'autre comme un moyen pour nos fins, quelque chose que nous pouvons utiliser, analyser ou manipuler. La relation « je tue », au contraire, préserve la subjectivité d'autrui. C'est une rencontre authentique entre deux sujets, caractérisée par la réciprocité et le dialogue véritable. Pour mieux comprendre cette distinction, examinons des exemples concrets de ces deux types de relations dans notre vie quotidienne. Dans une relation « je cela », comme celle entre un client et un vendeur, l'autre n'est qu'un moyen d'obtenir ce que nous voulons.
Dans une relation je-tu, comme l'amitié authentique, nous reconnaissons l'autre comme un sujet à part entière. Ce diagramme illustre parfaitement une relation je-tu dans le contexte éducatif où l'enseignant et l'étudiant entrent dans un dialogue authentique autour du savoir. Pour Buber, la relation je-tu n'est pas seulement préférable moralement, elle est constitutive de notre humanité. C'est dans la rencontre authentique avec autrui que nous découvrons qui nous sommes vraiment et que naît notre responsabilité éthique. Cette distinction de Buber nous invite à examiner nos propres relations. Traitons-nous autrui comme un objet à utiliser ou comme un sujet digne de reconnaissance et de dialogue authentique? La reconnaissance constitue un concept central de la philosophie d'autrui. Elle désigne le processus par lequel les individus s'accordent mutuellement une valeur et une dignité, formant ainsi la base de la liberté et de la justice sociale. Pour Hegel, la reconnaissance naît d'une lutte fondamentale entre les consciences. Dans sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave, il montre que chaque conscience cherche à être reconnue par l'autre. Cette lutte n'est pas simplement un conflit, mais le processus même par lequel émerge la conscience de soi et la liberté authentique. Axel Honneth, philosophe contemporain, développe la théorie de Hegel en identifiant 3 sphères distinctes de reconnaissance. Chaque sphère correspond à un type spécifique de relation sociale et génère une forme particulière de rapport à soi: la confiance, le respect et l'estime de soi. Ce diagramme illustre parfaitement la théorie de Honneth. La sphère privée, basée sur l'amour et l'amitié, développe la confiance en soi. La sphère juridique, fondée sur les droits et la citoyenneté, crée le respect de soi. Enfin, la sphère de solidarité, liée à la contribution sociale, génère l'estime de soi. La reconnaissance apparaît donc comme la condition sine qua non de la liberté et de la justice. Sans elle, l'individu ne peut pleinement se développer et la société ne peut atteindre une véritable équité. C'est par la reconnaissance mutuelle que nous accédons à notre humanité pleine et que nous construisons un monde juste. En conclusion, la reconnaissance n'est pas simplement un concept philosophique abstrait, mais bien le fondement concret de notre humanité commune et de notre capacité à vivre ensemble dans la liberté et la justice. Pour réussir une dissertation sur autrui, il est essentiel de savoir croiser les auteurs plutôt que de les traiter de manière isolée. Cette approche permet de construire une argumentation riche et nuancée. Croiser les auteurs présente plusieurs avantages majeurs. Cela permet d'éviter une simple juxtaposition d'idées, de créer un véritable dialogue philosophique, d'enrichir l'argumentation et de montrer la complexité du sujet traité. Il existe 3 techniques principales pour croiser les auteurs. La confrontation oppose 2 thèses différentes. La complémentarité montre les convergences entre les penseurs et le dépassement permet une synthèse critique des différentes approches. Voici les principaux philosophes à croiser dans une dissertation sur autrui. Sartre avec sa théorie du regard, Hegel et la dialectique de la reconnaissance, Levinas et l'éthique du visage, Buber et la relation je-tu, et Kant avec l'impératif catégorique. Prenons un exemple concret de croisement entre Sartre et Levinas sur la question du regard. Pour Sartre, le regard d'autrui objectifie et aliène, tandis que pour Levinas, le visage d'autrui appelle à la responsabilité éthique. Cette tension révèle la complexité de la relation à autrui. Pour bien croiser les auteurs, suivez cette structure. Présentez d'abord la thèse du premier auteur, introduisez ensuite la perspective du second, analysez leurs points de convergence ou de divergence, puis proposez une synthèse critique qui enrichit votre argumentation. Le conseil clé à retenir: ne jamais traiter les auteurs de manière séparée dans votre dissertation. Créez un dialogue constant entre les philosophes pour construire une argumentation solide et nuancée sur la question d'autrui. Pour réussir une dissertation sur autrui, il est essentiel d'illustrer vos arguments avec des exemples concrets. Ces exemples permettent de rendre tangibles les concepts philosophiques abstraits et de montrer votre compréhension approfondie du sujet. Nous allons explorer 4 types d'exemples particulièrement efficaces pour illustrer la complexité de la relation à autrui: l'amour, le jugement social, l'injustice et le dialogue.
L'amour constitue un exemple parfait de la complexité de la relation à autrui. D'un côté, aimer quelqu'un implique de reconnaître sa singularité unique. Mais l'amour peut aussi conduire à l'idéalisation, transformant l'autre en objet de nos projections plutôt qu'en sujet libre. Le jugement social et l'injustice révèlent comment autrui peut devenir une menace pour notre liberté. Sartre montre que le regard d'autrui peut nous transformer en objet, nous aliéner. L'injustice sociale nie la reconnaissance fondamentale due à chaque être humain. Le dialogue authentique illustre la relation je-tu de Buber. Contrairement à la relation je-cela qui instrumentalise autrui, le vrai dialogue reconnaît l'autre comme sujet égal. C'est dans cette rencontre authentique que se révèle la richesse de l'altérité. Pour utiliser efficacement ces exemples dans votre dissertation, suivez ces 4 étapes clés. Analysez le lien avec les concepts philosophiques, contextualisez l'exemple, problématisez en montrant les tensions et référencez les philosophes pertinents comme Sartre, Hegel, Lévinas ou Buber. Rappelez-vous, les exemples bien choisis et analysés transforment une dissertation philosophique abstraite en une démonstration vivante et convaincante de votre compréhension des enjeux de la relation à autrui. La question fondamentale de la philosophie d'autrui réside dans cette interrogation troublante. Autrui est-il simplement un autre moi-même? Cette question révèle la tension paradoxale au cœur de toute relation humaine. D'un côté, autrui me ressemble fondamentalement. Comme moi, il possède une conscience, une capacité de réflexion, une liberté de choix et une dignité humaine intrinsèque. Mais d'un autre côté, autrui demeure irréductiblement autre. Ses pensées, ses intentions, son histoire personnelle, ses expériences vécues lui appartiennent en propre et me restent largement inaccessibles. Cette dualité crée une tension philosophique fondamentale. Autrui est assez semblable à moi pour que je puisse le comprendre et communiquer avec lui, mais assez différent pour que cette compréhension reste toujours partielle et problématique. Le philosophe Edmund Husserl a particulièrement exploré cette problématique. Pour lui, autrui est donné comme un alter ego, un autre moi. Mais cette donation reste toujours indirecte, médiatisée par des signes extérieurs que j'interprète. Cette tension entre similarité et altérité explique pourquoi la relation à autrui est à la fois possible et problématique. Elle est possible parce que nous partageons une humanité commune, mais problématique parce que cette humanité s'exprime de manière unique chez chacun. Autrui dans la société représente un défi majeur de notre époque. Comment vivre ensemble malgré nos différences? Cette question touche au cœur du pluralisme moderne. Le pluralisme culturel constitue la première dimension d'autrui dans la société. Chaque individu apporte sa culture, ses traditions, sa langue et ses modes de vie. Cette diversité culturelle n'est pas un obstacle, mais une richesse qui enrichit l'ensemble de la société. Le pluralisme religieux représente une autre dimension fondamentale. Dans une société moderne, différentes religions coexistent. Chaque tradition spirituelle apporte sa vision du monde, ses valeurs et ses pratiques. Le défi consiste à garantir la liberté de culte tout en maintenant la cohésion sociale. Le pluralisme politique complète cette trilogie. Une société démocratique se caractérise par la coexistence de différentes opinions politiques, idéologies et visions de l'organisation sociale. Cette diversité politique est non seulement acceptable, mais nécessaire au fonctionnement démocratique. Mais le pluralisme ne suffit pas. Il exige la reconnaissance active des différences. Reconnaître autrui dans sa différence, c'est accepter que son altérité ne soit pas une menace, mais une richesse. Cette reconnaissance implique un effort constant de compréhension et d'ouverture. Une société juste ne se contente pas de tolérer la diversité, elle la protège activement. Elle garantit les droits fondamentaux de tous ses membres, indépendamment de leur origine, religion ou opinion politique. Cette protection s'étend aux droits civiques, sociaux et culturels. Une société juste accorde une attention particulière aux plus vulnérables. Les étrangers qui cherchent une nouvelle patrie, les marginaux qui vivent en périphérie du système social et les exclus qui subissent diverses formes de discrimination. Garantir leur humanité et leurs droits constitue le test ultime d'une société véritablement éthique.
Ainsi, autrui dans la société représente un défi permanent, celui de construire un espace commun où chacun peut exister dans sa différence tout en participant à un projet collectif. C'est là que se joue l'avenir de nos démocraties pluralistes.